Et en principe, nous sommes maintenant prêts pour commencer ce petit topo sur les bases biologiques pouvant ou non justifier le racisme. Commencer par une première question, et vous pouvez éventuellement me répondre ou pas. C'est que lorsqu'on parle de racisme, et on sous-entend forcément qu'il y a plusieurs races humaines, et c'est pour cela qu'on peut dire, ben, on n'aime pas telle ou telle race. Donc la première question, c'est que, d'après vous, existe-t-il ou non plusieurs races humaines? Alors, on peut juste laisser un temps et pour que vous puissiez me répondre par le chat, par un oui ou par un non, et on reverra les réponses un petit peu plus tard à la fin de l'exposé. Donc, la première question est celle-là. Donc, j'espère que tout le monde a envoyé sa réponse sur la discussion, hein, oui ou non. Et en fait, la réponse est celle-ci. Alors, la notion de race, telle que moi je l'avais compris quand j'étais petit, eh bien, repose essentiellement sur les aspects morphologiques. Et c'est ainsi que ce monsieur Carl von Linné, qui est un naturiste hein, d'origine suédoise, naturaliste, pardon, pas naturiste, Carl von Linné, naturiste, c'est compliqué. Donc, Carl von Linné a, au XVIIIe siècle, distingué quatre races en affectant une couleur de peau à chacune de ces races. Donc, les Noirs, les Asiatiques qui sont soi-disant jaunes, les Américains d'Amérique euh, avant l'arrivée des Européens soi-disant rouges, et puis les Caucasiens, bien les Européens soi-disant blancs. Après, il y aura une cinquième race, entre guillemets, qui est de couleur marron, et ce serait plutôt des Malais. Voilà. Et en fait, cette notion qui repose essentiellement sur la couleur de la peau et puis éventuellement sur d'autres traits morphologiques, aujourd'hui est battue en brèche. Hein. Et donc, pour les biologiques et pour les scientifiques, la notion de race humaine n'existe pas, ou si il existe, eh bien, il faudrait dire qu'il n'y en ait qu'une. Et c'est la race d'humain. Hein, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Et je vous renvoie sur ce texte qui est remarquablement euh, résumé, écrit et qui est disponible sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, qui dit que la notion de race humaine ne permet pas d'expliquer notre diversité génétique ni notre évolution. Et j'aurai quelques diapositives sur la génétique pour supporter, pour expliciter cela. Et malheureusement, cette notion est encore présente idéologiquement chez beaucoup de personnes, et que cette distinction raciale, eh bien, tient du ressort de celles et ceux qui désirent justifier à l'encontre des connaissances scientifiques des discriminations entre les humains. Alors, ce qui est sûr maintenant, c'est que d'un point de vue purement biologique et purement scientifique, il n'y a pas de race, ou bien s'il y en a, il n'y en a qu'une seule. Et la raison pour cela, eh bien, tient en quelques mots. Premièrement, nous savons que toutes les espèces humaines reposent sur la loi, dite la loi génétique. Euh, Quelle que soit l'espèce vivante, qu'elle soit animale, végétale, humaine, non humaine, eh bien, nous sommes tous gérés par la fonction et la diversité de nos gènes. Et maintenant, basé sur ces connaissances génétiques, il est clair que, en fait, j'ai choisi cette photographie, il est clair qu'il existe très probablement plus de différences génétiques entre ces deux enfants d'origine européenne, donc blanc, selon la classification classique, que entre celui-là et cet enfant qui, visiblement, n'ont pas la même couleur de peau. En d'autres termes, c'est que nous sommes, et notre richesse génétique est telle que nous sommes différents les uns et les autres, quand bien même nous pouvons nous reconnaître sur un certain nombre de critères morphologiques, que sont surtout les critères extérieurs. La couleur de la peau, la taille, euh, le type de cheveux, crépus ou raides, etc., etc. Et que toutes ces caractéristiques ont évolué au cours du temps pour
permettre à l'homme ou la femme vivant dans telle ou telle région du globe terrestre à mieux faire face aux conditions climatiques locales. Ainsi, les gens qui vivent plus proches de l'équateur vont avoir une peau plus foncée, que ce soit en Afrique ou en Asie, ou bien en Amérique latine, que les gens qui vivent plus proches des pôles. Tout simplement parce que l'exposition au soleil est différente et que l'agression par les rayonnements ultraviolets sera différente et sollicitant eh bien, nos mélanocytes à sécréter plus ou moins de mélanine pour lutter contre les méfaits du rayonnement solaire. Voilà, donc aujourd'hui, il est clair, nous n'avons pas de race si on se base sur les connaissances génétiques. À partir de cela, s'il n'y a pas plusieurs races, la notion même de racisme disparaît de facto. Hein. Et on ne peut pas être contre quelqu'un qui a la même race que nous en se basant sur le racisme, ou si oui, mais ce serait contre différentes espèces. Par exemple, moi, je serais très raciste contre les moustiques que je n'aime pas du tout, hein, puis qui me piquent. Voilà. Et puis, dans ma famille, certains membres féminins seraient racistes contre les araignées parce qu'elles n'aiment pas du tout cela. Mais entre humains, il n'y a pas de notion de racisme possible basée sur les connaissances génétiques. Alors, une fois ce problème réglé, et je pense qu'il est important de le dire, parce que même dans le monde médical, ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément perçu et pour lequel tout le monde est intimement convaincu. Mais je pense qu'il faut le dire ici. Alors, une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a dégagé cette problématique, eh bien, posons-nous la deuxième question qui va nous occuper un petit peu plus de temps. C'est que, est-ce que la notion de soi, ce qui nous appartient, et de non-soi, ce qui nous est étranger, a-t-elle un sens dans le monde du vivant? Et je vais essayer de répondre à cette question en creusant un petit peu. Et bien évidemment, sous-jacente à cette question, c'est la seconde, c'est que est-ce que notre organisme, et là je reste uniquement dans le monde de la biologie, notre organisme est-il xénophobe, c'est-à-dire est-ce que notre organisme aime ou n'aime-t-il pas les, euh, les, les cellules vivantes venant de l'extérieur, qui ne nous appartiennent pas? Voilà. Donc, on va adopter le plan en essayant de répondre à ces deux questions. Alors, la première chose, c'est que c'est juste un bref rappel. Hein. Je vais essayer de faire le moins de médecine possible. Notre corps est composé de cellules qui sont recoupées en tissus, lesquels vont s'organiser en organes, et que chaque organe a une fonction, et que l'ensemble de ces fonctions, eh bien, fait que nous vivons et nous arrivons à faire telle ou telle chose. La définition de la fonction et de l'organe est celle-là. Elle n'est pas plus compliquée que cela. Mais avec cela, vous voyez bien que en fait, bah, nos cellules nous appartiennent. Nos organes font partie de notre soi. Et la question du non-soi se pose. La question du non-soi, c'est simplement bah, qu'advient-il lorsque une cellule venant d'un autre organisme, pour une raison quelconque, pénètre le nôtre, qu'allons-nous faire? Alors, je vais aborder cette question de soi et de non-soi essentiellement dans deux domaines qui nous intéressent et qui font appel à des réactions quasiment journalières. Ces deux phénomènes sont d'une part le phénomène neurologique, qui est le moins évident à expliquer, et d'autre part le phénomène immunologique. Et là, en fait, je peux vous en parler avec un petit peu plus d'aisance, puisque moi-même maintenant, je suis attaqué par un virus et que mon corps est en train d'essayer de lutter contre ce virus parce que ce virus-là risque de me faire du mal. Voilà. Donc, on va justement poser la question de l'importance de distinguer le soi du non-soi en neurologie et dans le système immunitaire, et notamment pour lutter contre des maladies infectieuses, des bactéries, des virus, des parasites, toute espèce qui pourrait nous envahir et nous infecter. Alors, commençons par la neurologie. Commençons par la chose la moins simple. Comme ça, la suite sera beaucoup moins difficile. Alors,
Vous savez, le cerveau, c'est probablement l'organe qui est le plus passionnant et pour lequel, malheureusement, nos connaissances sont les moins abouties. Si j'ai l'habitude de dire aux étudiants que aujourd'hui on connaît à peu près au moins les trois quarts, sinon les 9/10 du fonctionnement du cœur, des poumons, du rein, etc. Nos connaissances concernant notre fonctionnement cérébral et du système nerveux central est encore très, très, très imparfaite. Pour autant, eh bien, nous savons quand même des choses. Nous savons que au niveau du cerveau humain, la partie la plus sophistiquée et la plus noble, si j'ose dire, eh bien, c'est le cortex cérébral, avec de multitudes, un grand nombre de cellules, et que maintenant, nous arrivons à affecter à ces différentes régions dans le cortex cérébral des fonctions qui sont bien établies, le langage, le contrôle des mouvements volontaires, la perception sensitive et sensorielle. Un neurologue serait capable de diagnostiquer à peu près la topographie de la lésion neurologique par un simple examen clinique et en déterminant les déficits qu'il peut observer chez un malade atteint d'une maladie neurologique. Alors, Bonjour, je bien suis en sûr, conférence. Je suis en conférence. alors, ensuite, il y a d'autres fonctions qui sont connues et qui sont supposées être gérées par le cerveau, telles que les traits de personnalité, les fonctions dites supérieures, la pensée, la mémoire, la conscience, la créativité pour les artistes. Eh bien, tout cela est supposé être géré par le cerveau, mais pour autant, nous n'avons pas encore une connaissance exacte quand de régions cérébrales qui seraient impliquées dans chacune de ces fonctions. Et c'est pour cela que je disais qu'il nous reste encore beaucoup de choses encore à faire pour arriver, peut-être un jour, à connaître la totalité des subtilités des fonctions cérébrales. Alors, parmi les différentes, disons, fonctions supérieures, j'aimerais vous en parler à propos d'un qui est la peur. En fait, la sensation de la peur est très probablement localisée dans un réseau de neurones complexe qu'on appelle le système limbique, tout simplement parce que c'est un petit peu comme les limbes, c'est très compliqué. Et c'est un réseau de neurones qui n'est pas localisé, mais qui va faire le lien entre différents endroits de notre cerveau, que l'on appelle les noyaux gris centraux, le thalamus, peu importe. Et ce système limbique régissent nos émotions, hein, la peur, l'angoisse, la tristesse, la joie aussi, heureusement, et puis aussi nos comportements, les comportements sociaux, d'attaque, de défense, etc. Alors, et aussi la mémoire. Donc, tout cela fait aussi l'objet d'une recherche intensive, et notamment concernant les différents troubles psychologiques. Mais s'agissant de la peur, eh bien, la question fut posée pendant très longtemps pour savoir, et on sait que la peur, hein, que l'on voit ici, se trouve très, très probablement dans ce système limbique, mais où exactement et pas quelle région cérébrale parmi les nombreuses régions que parcourt le système limbique, eh bien, ça a été un questionnement pendant longtemps. Pendant longtemps, jusqu'au jour où euh, on a finalement trouvé que les circuits neurologiques de la peur se trouvent dans un tout petit noyau cérébral qu'on appelle l'amygdale. Alors, ne pas confondre l'amygdale cérébrale avec l'amygdale que tout le monde connaît, hein, qui se trouve un petit peu plus bas. Et cette région-là est le lieu d'expression physiologique de la peur et elle est capable, par l'activation des neurones, de générer une réponse physiologique face à un danger avant même que celui-ci ne soit perçu consciemment. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu notre cerveau reptilien. Un reptile va fuir très vite devant une ombre qui pourrait être une menace. Et c'est quelque chose qui a été conservé au cours de l'évolution, non seulement de l'être humain, mais aussi des mammifères. Alors,
la découverte de l'amygdale comme étant la région qui régit cette sensation de peur, eh bien, vient d'une histoire vraie, hein, extraordinaire, que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'une Américaine qui vit à New York et, si mes souvenirs sont exacts, dans la région du Central Park. Alors, cette dame qui a 46 ans à l'époque, et donc dont le cas clinique a été publié en 2011, donc il n'y a pas si longtemps, 13-14 ans, dans cette revue qui s'appelle Current Biology, elle est appelée par ses initiales SM. C'est une dame qui est connue par son voisinage comme étant son caractère intrépide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle habitait très probablement près d'Harlem et donc dans un quartier où il y a beaucoup de délinquants, si j'ose dire, et qui attaquaient les gens pour essayer de les détrousser. Et cette dame-là était à de multiples reprises victime de ces attaques. Et en général, vous et moi, une fois qu'on a été attaqué par des délinquants, ben, on essaye d'emprunter le même chemin pour ne pas risquer de les rencontrer de nouveau. Ou bien, si on a les moyens, on essaye de déménager, mais elle, rien n'y fait. Elle vit toujours au même endroit, elle suit toujours le même chemin, à tel point que il semblerait que une ou deux fois, les délinquants qui l'avaient agressée, voyant son flegme, pensaient qu'elle était ceinture noire septième dan de karaté, et donc ils n'ont pas osé aller plus loin. Non, mais tout simplement parce que cette dame-là ignorait la notion de crainte et de peur face à un danger réel, qui est un danger d'agression physique, etc. Donc, finalement, son histoire arrivée aux oreilles des chercheurs de New York et donc qui voulaient étudier son cas et qui a été reporté ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soumis cette dame, et ça, ce sont des vraies photos. Donc, on ne la connaît pas, la dame, mais bon, visiblement, c'est une vraie habitante de Harlem. Donc, c'est probablement une Afro-américaine. Et donc, ils lui ont demandé, ben voilà, en train de tenir un serpent, essayer de toucher les tarentules. Ils l'ont même emmené dans une maison hantée où il y a je ne sais pas s'il y a des vrais fantômes ou pas, mais en général, on ne sort pas de cet endroit-là de façon très sereine et rassurée. Elle, rien n'y fait. Hein. Elle prenait ça sans peur, et le serpent, et les tarentules, et la maison. Elle est restée aussi zen avant qu'après l'expérience. Bon, du coup, et bien évidemment, ces chercheurs-là avaient leur petite idée. Ils disaient que c'est peut-être l'amygdale qui est affectée. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que grâce à des expériences d'imagerie, ils ont fait une IRM, donc c'est une imagerie par résonance magnétique. C'est un petit peu comme le scanner, mais ça donne des images un petit peu différentes et c'est parfois un petit peu même plus utile que le scanner. Donc là-dessus, ils ont regardé. Donc la région de l'amygdale est entourée par ces cercles rouges. Chez un sujet sain, disons, un sujet qui connaît la peur comme vous et moi, et puis chez la patiente SM. Et là, vous voyez deux gros trous noirs. Alors qu'ici, le cerveau est constitué de neurones, d'un tissu neuronal normal. Et c'est la destruction de ces régions cérébrales qui ensuite est affectée d'une maladie rare qu'on appelle la maladie d'Urbach-Witt. Et c'est la destruction de ces amygdales-là qui fait que cette dame-là n'a plus cette réaction de peur face à un danger, qu'il soit réel ou bien supposé. Alors, avec ça, eh bien, revenons à la vie de tous les jours. Euh, on ne se rappelle plus parce qu'on ne se rappelle pas de nos souvenirs d'enfance, mais un nouveau-né, un tout petit enfant, a comme réaction naturelle des pleurs lorsque un étranger le prend dans ses bras. Quand bien même cet étranger est un oncle, ou bien même parfois c'est très vexant, le papa qui ne le prend pas très souvent.
Et donc, bah, il sera rassuré par la maman et qu'au bout d'un certain temps, il faut qu'il y ait une adaptation et puis un gros effort pour l'oncle ou bien le papa pour que finalement la réaction première qui est la peur et les pleurs disparaissent. Et cette dame-là, très probablement, lorsqu'elle était petite, elle n'avait pas cette réaction-là. Elle n'avait pas cette réaction-là. Et ce qui m'amène à dire que finalement, la reconnaissance de quelque chose qui n'est pas familier déclenche de façon, allez, je vais utiliser conservatrice, une réaction qui tend à repousser ce qui vient de l'étranger, ce qui n'est pas connu. Et c'est quelque chose qui existe et qui, à mon avis, va nous servir à nous protéger contre l'inconnu. Hein, mais je n'arrête pas mon exposé à ce niveau-là. Il y aura une deuxième étape que l'on va voir à la fin de mon exposé. Mais pour l'instant, c'est le sens de ce message-là. Et c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel parce que si on n'avait pas cela, et si cette dame-là, au lieu de prendre un serpent, mais qui n'est pas du tout dangereux, rencontrait un vrai serpent, venimeux, eh bien, elle aurait des problèmes. Voilà. Donc ça, c'est pour la réaction de la peur. Est-il normal d'avoir peur? La raison est oui. Face à l'étranger, la réponse est oui. Mais est-ce qu'il faut systématiquement avoir peur face à l'étranger? La réponse est peut-être que non. Parce que le méchant ici, malgré sa barbe, est peut-être un monsieur très gentil et qui va donner à l'enfant tout l'amour qu'il serait prêt à donner. Deuxième domaine, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on vit au jour le jour, qui est le domaine de notre système immunitaire vis-à-vis des infections. Alors, nous savons, hein, et la Covid est toujours là pour nous le rappeler, notre système immunitaire est quelque chose d'important puisque l'immunologie, c'est simplement le système qui va nous permettre de nous prémunir de tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Et donc, avec ça, eh bien, grâce à cette connaissance-là, on a pu inventer la notion de vaccin. Hein. Le vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est simplement soumettre un organisme, à des leurres, à des succédanés de microbes ou bien de virus pour entraîner notre système immunitaire, pour qu'il puisse reconnaître mieux, d'une meilleure façon, d'une façon plus efficace, les vrais microbes ou bien les vrais virus, si jamais ils étaient confrontés à ces microbes et ces virus. Donc, ça a été trouvé depuis très très longtemps, hein, depuis l'Antiquité. Donc, Thucydides, au 5, 400 ans avant Jésus-Christ, et puis ensuite les Chinois, et enfin Edward Jenner au XVIIIe siècle. Et enfin, bien sûr, Louis Pasteur. Alors, nous savons que ceci va nous permettre, non seulement, alors j'ai pris une diapositive que j'ai utilisée au Vietnam, non seulement contre les virus, mais aussi contre les antigènes qui sont étrangers, mais également contre les cellules cancéreuses ou bien les cellules greffées. Alors là-dessus, déjà, dans cette notion-là, virus, antigène, cellules cancéreuses et bien cellules greffées, on voit que finalement, avoir une réaction immunitaire très forte n'est pas forcément utile dans tous les cas. Et on va le revoir dans cette diapositive. Voilà, donc les différents domaines où l'immunologie, l'immunité jouent un rôle important. Alors, contre les virus et les maladies infectieuses, oui, très certainement. Contre les antigènes, peut-être pas. Puisqu'en fait, les antigènes, les allergènes plutôt, sont des substances inoffensives. Et qu'une réaction exagérée contre ces allergènes va mener une maladie qu'on appelle la maladie allergique. Et dans ce cas-là, beaucoup de patients allergiques aimeraient avoir un système immunitaire un petit peu moins agressif, un petit peu moins prêt à bondir sur le premier antigène qui bouge. L'auto-immunité, c'est encore pire, c'est confondre. Là, c'est confondre le soi et le non-soi.
L'auto-immunité, c'est de prendre pour étranger quelque chose qui appartient à soi, et donc ça donne aussi des maladies très compliquées à gérer, comme le savent les confrères et les consoeurs médecins qui sont connectés aujourd'hui. Le cancer, oui. C'est important puisqu'en fait, l'immunologie dirigée contre les cellules cancéreuses, nos propres cellules qui sont devenues cancéreuses, est un domaine en pleine expansion permettant un traitement de plus en plus efficace contre le cancer. La transplantation, non, puisque lorsqu'on greffe un organe qui est un organe étranger, si notre système immunitaire s'amuse à le rejeter, eh bien, à quoi sert la greffe? Donc, dans ce cas-là, on essaie même à déprimer, à museler ce système immunitaire. Donc, en fait, vous voyez, ça commence à montrer la complexité de l'intérêt d'avoir un système immunitaire toujours très martial, très va-t-en-guerre en disant que tout ce qui vient de l'étranger, tout ce que je perçois comme ne faisant pas partie du cercle familier, je le frappe, je le casse, eh bien, ça ne marche pas et ce n'est pas forcément utile tout le temps. Mais surtout, il y a deux dernières notions que j'aimerais partager avec vous concernant l'immunité. Et ce sont deux notions récentes, relativement récentes. La première notion vient de ce que nous appelons le microbiome. Alors, le microbiome, en fait, c'est une notion relativement récente et qui va un petit peu à l'encontre de la théorie première de Louis Pasteur, qui dit qu'effectivement, ben, nous sommes entourés de microbes et que les microbes sont vecteurs de maladies, et c'est pour cela qu'il faut tout faire pour essayer d'éliminer ces microbes ou bien ces parasites ou bien ces virus à tout prix. Et donc là, on revient à la notion d'immunité que l'on a déjà vue. Alors, la notion de microbiome est celle-ci, c'est que à partir des années 2000-2010, on s'aperçoit que sur le territoire de notre corps humain, eh bien, si on fait le décompte des cellules, on s'aperçoit que les cellules qui sont proprement les nôtres ne représentent que 10% de la population cellulaire de notre corps. Et les 90% restants sont constitués de microbes. Les microbes, et tout le monde le sait, le microbe est dans notre corps, sur la peau, bien évidemment, mais pas que, puisque les microbes ont été retrouvés au niveau de tous les organes et que ces microbes-là ont été là depuis le début non pas de notre vie, mais depuis le début de la vie humaine sur Terre. Parce que, et là je vais prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, les microbes, comme les bactéries, préexister à toute espèce animale et donc humaine. C'est un petit peu comme les algues de l'océan, hein, qui flottent dans l'océan et puis un jour surgit une île et qui va faire irruption au milieu de la mer. Eh bien, l'île, c'est nous, c'est notre corps humain. Et que les algues qui restera sur la surface de l'île, ce sont les microbes. Et donc, c'est nous qui venons après les microbes et non pas les microbes qui viennent coloniser notre corps. C'est le gros géant humain qui vient coloniser un monde microbien, viral, préexistant au monde humain. Et qu'au cours du temps, il y a une espèce de pacte, non seulement de paix, mais aussi de coopération entre ce monde des microbiens et puis les cellules qui nous sont propres, c'est-à-dire les cellules humaines. Et aujourd'hui, en 2024, on sait que euh, certaines espèces microbiennes dans notre corps nous sont indispensables parce que sans ces espèces microbiennes, on ne serait pas capable de fabriquer certaines vitamines, d'avoir certaines substances qui sont absolument indispensables au fonctionnement normal du corps humain. Et d'ailleurs, vous le savez, lorsque vous prenez des antibiotiques, que ce soit pour une bonne ou bien pour une mauvaise raison, disons même pour une bonne raison, c'est des antibiotiques pour traiter une vraie maladie infectieuse, eh bien très souvent, vous allez déclencher, vous allez avoir un effet secondaire qui est fréquent, qui est la diarrhée.
Alors la diarrhée, c'est simplement la destruction des microbes, mais qui sont les microbes, euh, on appelle ça commensales, c'est-à-dire les microbes qui existent de façon naturelle et physiologique dans le tube digestif et qui ont été détruits par cette antibiothérapie. Et ça perturbe l'équilibre de l'intestin, entraînant cette diarrhée. Et maintenant, on sait même que ces microbes, ce microbiome, eh bien, détermine en fait non seulement le fonctionnement normal de l'appareil digestif, mais également le fonctionnement normal de l'appareil respiratoire et surtout de notre système nerveux. Et qu'il y a très probablement une perturbation de cet équilibre entre le microbiome physiologique et nos différents organes expliquant la survenue de telle ou telle maladie. Et j'aurai quelques exemples à vous montrer. Mais juste avant de continuer, c'est simplement la notion d'espèce commensale, hein. On n'a rien inventé, ça existe depuis tout le temps, depuis ce poisson-là, Nemo, jusqu'à ces espèces où vous voyez le petit oiseau qui est parfaitement toléré par le crocodile parce qu'en fait, il est là en train d'essayer de faire un petit peu de ménage dans la gueule de cet animal imposant, ou bien ces pique-bœufs et ce buffle. Alors, voilà quelques notions très rapides, hein. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais aujourd'hui, on sait que lors de l'accouchement, pendant la toute petite enfance, eh bien, si on faisait les choses de façon naturelle, c'est-à-dire un accouchement par voie basse, un allaitement maternel, eh bien, on va permettre de renforcer ce qu'on appelle cette symbiose, c'est-à-dire cette coopération entre deux populations cellulaires totalement distinctes, le monde microbien, mais le monde microbien physiologique, hein, non pas le pathologique, et puis le monde de cellules humains, et ça va permettre un développement harmonieux, très probablement dépourvu de maladies d'un jeune être, et puis qui sait, un adulte et une personne de troisième âge en bonne santé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit très, très, très schématiquement qu'il y a deux situations. La situation symbiotique, voulant dire qu'il y a une coopération entre ces microbes qui sont les microbes physiologiques avec différents organes de notre corps. Et puis le monde de la dysbiose. La dysbiose, c'est d'abord une urbanisation avec une pollution, l'utilisation exagérée et injustifiée d'antibiotiques et puis un allaitement qui n'est pas naturel, à savoir un allaitement par des produits. Et ça va perturber ce monde microbien, entraînant une dysbiose. Et c'est probablement cela qui va entraîner l'apparition des maladies allergiques, dont l'augmentation est trop rapide pour être explicable par des mutations génétiques. Donc c'est très probablement une dysbiose due à une perturbation du monde microbiotique avec le monde, avec nos cellules. Et enfin, deux derniers points. Le premier, c'est que bon, la Covid est passée et espérons qu'elle soit passée pour de vrai. Mais on n'oublie pas que pendant la Covid, véritablement, la chose qui est redoutée par tous, c'est ce qu'on appelle la tempête cytokinique. Alors, très rapidement, une tempête cytokinique, c'est un emballement de notre système immunitaire et qui va déclencher une détresse respiratoire pouvant être fatale chez certaines personnes. Alors, la question posée, c'est que le virus étant le même, bon, il y a différents types, mais le virus étant le même pour tout le monde à une époque donnée. Et donc, pourquoi certaines personnes vont développer cette tempête cytokinique et d'autres ne vont pas le faire? Eh bien, aujourd'hui, nous savons que l'une des explications, c'est que chez les personnes qui vont développer cette tempête cytokinique qui pourrait être fatale, eh bien, ce sont des personnes chez qui le système immunitaire fait du zèle, va utiliser
si je peux prendre cet exemple, des bazookas hein, pour tuer des mouches qui normalement, ou bien des moustiques qui normalement ne font que piquer et sans rien faire d'autre. Et donc, ça va entraîner cette destruction globalisée au niveau des poumons, un emballement de notre système immunitaire qui confond et qui surestime, qui surévalue la dangerosité du virus, alors que finalement, comme on le voit, le virus est en train de devenir comme un virus de la grippe. Et enfin, dernier exemple, mais qui est un exemple important, et sans rentrer dans un cours de biologie cellulaire, nous savons que notre cellule est composée de différents organites. C'est des petites parts de la cellule, parmi lesquelles tout le monde connaît l'importance du noyau. En quelque sorte, le noyau, c'est un petit peu le cerveau des cellules. C'est là où il y a les gènes, c'est là où il y a l'ADN. Mais il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi des usines de fabrication de protéines, par exemple. Donc, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, peu importe les noms. Mais parmi tous ces organites, parmi toutes ces petites structures cellulaires, il en est une qui est absolument nécessaire à la vie. Et cet organite-là s'appelle la mitochondrie, qu'on le voit ici, et vous le savez sans doute, ou pas, mais ça, je pense que c'est rentré dans la culture populaire, c'est que la mitochondrie, c'est notre centrale énergétique. C'est elle qui fabrique de l'ATP et c'est cet ATP qui va permettre à la cellule de fonctionner. En d'autres termes, si le cerveau est lésé, si le cerveau commence à divaguer, eh bien la cellule va devenir un petit peu folle. Elle va être malade, elle va pas bien fonctionner, ou bien pire, elle va devenir cancéreuse. Mais elle ne meurt pas. C'est comme quelqu'un, si on a un problème cérébral, on sera tout fou, mais on ne meurt pas. En revanche, la cellule va mourir quand les mitochondries ne fonctionnent plus. Toute lésion cellulaire qui entraîne la mort passe forcément par une lésion de la mitochondrie. Alors du coup, tout le monde dit, bah, finalement, vraiment l'organite qui est le plus important pour la vie d'une cellule, quelle qu'elle soit, ce sont les mitochondries. Eh bien, sachez que les mitochondries, à l'origine, n'existaient pas dans la toute première cellule qui s'est constituée au milieu de l'océan. Et qu'il fallut attendre un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais pas très longtemps, à l'échelle de l'évolution de la vie sur Terre, il faut attendre un certain temps pour qu'il y ait ce phénomène qu'on appelle l'endosymbiose, c'est-à-dire la coopération entre deux cellules, une cellule bactérienne et une cellule vivante et primitive, à l'époque il n'y avait pas encore l'humain, une cellule vivante et primitive, et que cette bactérie-là va être euh, phagocyté, en fait, va fusionner avec la cellule et ensuite ça va donner deux types de cellules, des nôtres avec des mitochondries et puis les cellules végétales avec les chloroplastes. Alors les chloroplastes, et très rapidement, ce sont des structures qui vont permettre la photosynthèse. Et la photosynthèse, non seulement c'est utile pour nous autres parce que ça va utiliser le gaz carbonique pour faire de l'oxygène, mais on oublie trop souvent que cette photosynthèse est également bénéfique pour la cellule végétale. Hein, les plantes ne sont pas là pour décorer ou bien pour faire de l'oxygène. Les plantes sont là pour vivre aussi. Et pour vivre, eh bien, les plantes vont utiliser deux choses. Premièrement, le gaz carbonique que, que l'on fabrique malheureusement, et puis la lumière du soleil pour fabriquer du sucre. Et c'est avec ce sucre-là que les plantes vont transformer en énergie et vont continuer à vivre. Et donc, et vous voyez, les chloroplastes a également comme origine une bactérie qu'on appelle une bactérie photosynthétique. Et donc, tout ça pour dire que les cellules, qu'elles soient végétales ici ou bien animales là, ont besoin d'une cellule étrangère qui un jour était venue
a demandé son visa d'entrée et que finalement, comme on a vu que cette cellule étrangère apporte un plus, eh bien, la cellule qui accueille a été suffisamment intelligente pour l'intégrer et à force de l'intégrer, maintenant, elle fait partie, la cellule étrangère, c'est-à-dire la bactérie, elle fait partie des meubles, si j'ose dire, s'appelant chloroplaste pour la cellule végétale ou bien mitochondrie pour la cellule animale. Donc voilà, je pense qu'avec ça, j'ai presque terminé. Il me reste très probablement une dernière diapositive, une diapositive de conclusion, hein. Elle est rapide et simple. Savoir distinguer le soi et le non-soi, oui, dans un premier temps, mais il y a un deuxième temps qu'il faut voir, c'est distinguer, hein, le bon du mauvais. Euh, toute entité étrangère, et là je parle de la biologie, hein, et ensuite on va discuter si on a le droit ou si on peut généraliser ça à la sociologie. Mais toute entité étrangère pour une cellule n'est pas forcément mauvais. Et là, on voit deux exemples. L'exemple du monde du microbiome. Notre corps est peuplé de 90% de cellules microbiennes qui ne sont pas pathogènes et qui sont là pour nous aider. Et puis, le deuxième exemple qui est l'endosymbiose, nos propres cellules sont même constituées de structures d'origine bactérienne qui un jour a reçu son visa d'entrée et qui sont rentrées dans la cellule et depuis faisant non seulement partie de nos cellules, mais jouent un rôle important, sinon vital, pour cette cellule, qui est l'exemple de la mitochondrie.